Nous présentons dans cette vidéo le cours magistral numéro 1 du chapitre 9. Ce chapitre 9 portera sur les intégrales curvilignes. Donc une intégrale curviligne, cela consistera à intégrer une forme différentielle le long d'une courbe du plan. Alors ce calcul en physique pourra représenter le calcul du travail d'une force qui pourra se ramener à une intégrale curviligne. Alors pour cette vidéo, nous alternerons entre des présentations de notions théoriques du polycopié et des exemples rédigés qui serviront à illustrer ces notions. Dans la partie 1, nous présenterons la notion de chemin et ensuite nous verrons comment intégrer une forme différentielle sur un chemin. Alors, convention, le plan est supposé muni d'un repère OIJ en zone normale. Alors nous rappelons ce que c'est qu'une forme différentielle. Alors une forme différentielle de degré 1. Alors de degré 1, donc nous ne verrons que des formes différentielles de degré 1. Donc toute forme différentielle que nous verrons sera de degré 1, c'est-à-dire comme ce qui va suivre. Sur un domaine D inclus dans R2, alors R2 c'est l'ensemble des couples de réels, et donc dire que D est inclus dans R2, ça veut dire que tous les éléments de l'ensemble D sont des éléments de R2. Ça veut donc dire que D est un ensemble contenant des couples de réels. Donc dire une forme différentielle sur un domaine D est une expression de la forme oméga qui est égale à P de xy fois dx plus Q de xy dy, où P de xy est une fonction réelle de deux variables, et Q de xy est aussi une fonction réelle de deux variables, et ces deux fonctions, P et Q, sont définies sur le domaine D. On dit que la forme différentielle oméga est continue sur D si les fonctions P et Q le sont. À notre niveau, ce sera toujours le cas. Alors, ensuite, on rappelle ce que veut dire qu'une forme différentielle oméga est exacte. Alors, une forme différentielle oméga est exacte sur un domaine D s'il existe une fonction réelle f de deux variables définie et de classe C2 sur le domaine D. Alors de classe C2, alors ça veut dire que la fonction réelle petit f admet des dérivées partielles du second ordre et que ces dérivées partielles sont toutes continues sur D. Alors ça, encore une fois, ce sera toujours vrai à notre niveau. Donc on l'écrit ici pour poser le cadre théorique, mais nous, à notre niveau, nous n'aurons pas à le vérifier. Donc, la forme différentielle oméga est exacte sur D, cela veut dire qu'on peut trouver une fonction réelle f de deux variables telle que oméga est égal à df. Et df, cela représente la forme différentielle associée à f, et cette forme différentielle associée à f, c'est en fait cette expression-ci. C'est la dérivée partielle de f par rapport à x fois dx, plus la dérivée partielle de f par rapport à y fois dy. Alors, dire que oméga égale df, ça veut dire que cette forme différentielle est égale à cette forme différentielle-ci qu'on a posée égale à oméga, c'est-à-dire p de xy dx plus q de xy dy. Et deux formes différentielles sont égales si et seulement si elles ont respectivement les mêmes fonctions en facteur de dx et les mêmes fonctions en facteur de dy. Donc par identification, nous pourrons dire que oméga égale df si et seulement si p de xy qui est égal à df sur dx en xy et q de xy est égal à la dérivée partielle de f par rapport à y en xy. Ainsi, oméga est égal à df si et seulement si la fonction réelle p de deux variables est égale à la dérivée partielle de f par rapport à x et la fonction réelle q de deux variables est égale à la dérivée partielle de f par rapport à y. Alors, par la suite, nous allons présenter l'exemple 1.0. Vous allez pouvoir prendre des notes. Nous allons vous présenter l'exemple 1.0. On considère la forme différentielle oméga définie sur le domaine D égale R2 par oméga est égal à 2y dx plus 2x plus 3 fois dy. Alors, en reprenant les notations utilisées précédemment, p de xy désigne la fonction qui multiplie dx, donc ici p de xy est égal à 2y, et q de xy désigne la fonction qui multiplie dy, donc ici q de xy est égal à 2x plus 3. Nous nous posons alors la question, oméga est-elle exacte sur le domaine D? Pour répondre à cette question, nous allons utiliser la méthode vue au chapitre 8. Alors dans un premier temps, nous devons tester si cette égalité est vérifiée. Alors, si cette égalité
n'est pas vérifié, nous arrêterons là et nous dirons que oméga n'est pas exact. Mais si elle est vérifiée, alors nous passerons à l'étape suivante qui consistera à résoudre oméga égale df. Vous pouvez dès à présent mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de prendre les notes présentées ici et de tenter de répondre à cette première question. Puis vous pourrez donc comparer avec la solution. Alors, donc, nous allons répondre à cette question. Dans un premier temps, nous devons calculer la dérivée partielle de P par rapport à Y. Nous savons que P de XY est égal à 2Y. Et donc, en dérivant 2Y par rapport à Y, ça nous donne la valeur 2. Nous écrivons ici 2. Alors, ensuite, nous allons calculer la dérivée de Q par rapport à X. Donc, Q de XY est égal à 2X plus 3. Donc, en dérivant cette expression par rapport à X, nous obtenons 2. Nous allons donc écrire ici 2, ce que nous faisons encore une fois. Et nous remarquons que nous avons bien alors égalité avec dp sur dy, donc nous pourrons dire que l'égalité est vérifiée. Alors si nous l'écrivons, nous avons donc bien que ces deux dérivées partielles sont égales. Je précise ici le couple xy, donc l'égalité est vérifiée. Nous pouvons alors passer à l'étape suivante. Nous devons résoudre oméga égale df. Alors, nous écrivons oméga égale df et nous allons remplacer oméga par son expression et df par son expression. Nous avons vu que oméga était égal à p de xy dx plus q de xy dy. Et df, c'est la différentielle, c'est la forme différentielle, pardon. df est la forme différentielle associée à f. Et nous savons que c'est la dérivée partielle de f par rapport à x fois dx, plus la dérivée partielle de f par rapport à y fois dy. Alors si nous l'écrivons, nous avons ici donc la dérivée partielle de f par rapport à x fois dx, plus la dérivée partielle de f par rapport à y fois dy. Alors, ces deux formes différentielles seront égales si et seulement si les fonctions qui multiplient dx sont égales et les fonctions qui multiplient dy sont égales. Nous devons donc avoir ici la dérivée de f par rapport à x qui doit être égale à la fonction réelle p. Donc nous notons ici p de xy. Et de même, nous devons avoir que la dérivée partielle de f par rapport à y doit être égale à la fonction q de xy. Nous notons ici donc q de xy. Alors, nous allons ensuite remplacer p de xy et q de xy par leurs expressions vues précédemment. Donc nous savons que p de xy est égal à 2y et q de xy est égal à 2x plus 3. Et nous nous ramenons alors à un problème que nous savons traiter où nous connaissons les dérivées partielles de f et nous voulons essayer de retrouver la fonction f. Alors pour ça, on procède en deux temps. Dans un premier temps, on va intégrer la dérivée partielle de f par rapport à x par rapport à la variable x, ce qui nous donnera donc une expression plus une fonction constante par rapport à x, c'est-à-dire une fonction en y. Puis nous dérivons l'expression de f obtenue par rapport à y. Nous ferons apparaître un h' de y que nous identifierons. Alors, si nous faisons cela, donc, dans un premier temps, nous intégrons la dérivée de f par rapport à x, la dérivée de f par rapport à x par rapport à x. C'est-à-dire que nous devons intégrer 2y par rapport à x, ce qui va nous donner 2xy. Nous écrivons 2xy. Donc ainsi, f de xy est égal à 2xy plus une fonction en y. Alors ensuite, nous devons dériver ceci par rapport à y. Alors la dérivée de 2xy, ça va nous donner donc 2x en dérivant par rapport à y, et la dérivée de h de y par rapport à y nous donne bien h' de y. Alors si nous l'écrivons, ça nous donne donc ici 2x. Voilà. Et ensuite, alors nous voulons déterminer h' de y. Et donc h' de y, nous allons le déterminer en considérant que les deux expressions de df, des dérivées partielles de f par rapport à y, doivent être égales pour que tout ceci soit cohérent. C'est-à-dire que nous devons avoir que cette expression qui est donnée ici doit être égale à l'expression qui est donnée là. Alors,
nous devons ainsi avoir que 2x plus h' de y doit être égal à 2x plus 3. Et ceci sera vérifié si et seulement si h' de y est égal à 3. Nous pouvons donc écrire que h' de y est égal à 3. Nous avons établi que h' de y est égal à 3, nous déduisons que h de y est égal à une primitive de 3 par rapport à y, c'est-à-dire que c'est égal à 3y plus une constante k. Nous pouvons alors en déduire f de xy, puisque nous avons établi que f de xy est égal à 2xy plus la fonction h de y. Donc on peut remplacer h de y par l'expression obtenue, ce qui nous fait donc que f de xy qui est égal à 2xy plus 3y plus une constante k. Nous avons ainsi établi qu'il existait des fonctions f telles que oméga égale df. Cela veut dire que oméga est exact sur d. Donc nous pouvons écrire ici oméga est exact, puisque nous avons réussi à trouver des fonctions f telles que oméga égale df. Et nous allons ici faire apparaître la plus simple des fonctions f. Et la plus simple des fonctions f sera obtenue en posant k égale 0, puisque nous voulons juste une fonction f qui convient. Donc on prend la plus simple. Donc ça va vous donner 2xy plus 3y, donc en posant k égale à 0. Alors, une fois qu'on a fait ceci, on peut avoir un remords et se demander si on n'a pas fait n'importe quoi. Et donc, pour ça, on peut vérifier que oméga égale df. Alors, nous prenons l'expression retenue pour f, qui est donc 2xy plus 3y. Et nous savons que la différentielle associée à f est donc égale à la dérivée partielle de f par rapport à x fois dx, plus la dérivée partielle de f par rapport à y fois dy. Nous allons calculer ces deux dérivées partielles à l'aide de l'expression de f. Alors dans un premier temps, si on calcule la dérivée partielle de f par rapport à x, ça va nous donner ici 2y plus 0, ce qui donne donc 2y. Et ensuite, nous calculons la dérivée partielle de ceci par rapport à y, ça va vous donner donc pour le premier terme 2x et ensuite 3, c'est-à-dire 2x plus 3. Nous obtenons ici 2x plus 3 et nous reconnaissons ici donc la forme différentielle oméga. Nous avons donc établi que la forme différentielle associée à f df est bien égale à la forme différentielle oméga. Nous écrivons donc égal et nous avons ainsi fini de traiter cet exemple. Nous allons voir maintenant la notion d'arc de courbe délimité par deux points. Alors nous considérons une courbe C continue du plan qui apparaît ici. Donc ici je fais apparaître la courbe C qui est continue puisqu'il n'y a pas de trou et qui passe par deux points A et B. Donc les points A et B apparaissent ici sur la courbe C. On appelle arc d'extrémité A et B porté par la courbe C l'ensemble des points de la courbe C qui sont entre A et B, c'est-à-dire on s'intéresse à la partie de la courbe comprise entre A et B, à l'ensemble des points qui sont entre les points A et B et sur la courbe C. Donc nous voyons apparaître ici un arc de courbe, et cet arc de courbe d'extrémité AB, nous le notons, donc AB avec un petit arc de cercle dessus. Voilà, donc on le note AB ainsi avec un petit arc de cercle sur AB. Nous voyons maintenant la notion de chemin orienté. Donc un chemin est la donnée d'un arc de courbe AB et d'une orientation, c'est-à-dire que on va préciser dans quel sens nous allons parcourir l'arc AB. Ainsi, si on parcourt l'arc AB dans le sens de A vers B, eh bien nous allons noter LAB ce chemin. C'est-à-dire que nous allons de A, nous parcourons l'arc AB en allant de A vers B. On met une petite flèche ici pour indiquer le sens et on nomme ce chemin L indice AB. Et donc on met A d'abord et B ensuite pour montrer qu'on va de A vers B. Si nous parcourons l'arc dans le sens de B vers A, le chemin obtenu va s'appeler LBA pour dire que nous allons de B vers A. Donc on met une petite flèche ici pour indiquer le sens de parcours. Et le nom qu'on donne, ça va être LBA pour dire que nous allons de B vers A. Vocabulaire, nous allons voir la notion de chemin ouvert, chemin fermé
dans situation où le chemin ne se recoupe pas. Ce sera ce que nous supposerons toujours dans ce cours. Alors, si les extrémités A et B du chemin sont différentes, on dit que le chemin LAB est ouvert, et si les deux extrémités A et B sont égales, on dit que le chemin LAB est fermé, puisque effectivement, si A est égal à B, eh bien, lorsque je vais aller de A vers B, je vais parcourir un circuit fermé. Et on va là utiliser une notation pour indiquer le sens de rotation. Lorsqu'on va indiquer donc LA+, c'est-à-dire qu'on peut aussi noter LAA+, pour dire que l'on va de A vers A. Et lorsque l'on va de A vers A, eh bien, nous avons deux sens possibles. Nous pouvons aller dans le sens direct ou dans le sens indirect. Et pour savoir si on va dans le sens direct ou indirect, on va indiquer un plus pour dire qu'on se déplace de A vers A dans le sens direct. Donc on va noter LA+, et on va indiquer LA- pour dire qu'on se déplace de A vers A, mais dans le sens indirect. Alors, nous allons maintenant voir la définition du paramétrage d'un chemin orienté. Alors, nous considérons une courbe paramétrée d'intervalle i, de vecteur position phi et de support de courbe gamma, tel que l'intervalle i soit de la forme t1, t2, donc t1 instant initial et t2 instant final. On dit que le couple i-phi définit un paramétrage du chemin LAB si le support de courbe obtenu correspond à l'arc AB parcouru par le chemin LAB, que phi à l'instant t1 est égal à OA, c'est-à-dire que le vecteur position à l'instant t1 est égal à OA, et ça correspond à dire que m à l'instant t1 est égal à A, effectivement, puisque le vecteur phi de t est égal au vecteur OM de t, OM à l'instant t, donc dire que phi de t1 est égal à OA, cela veut dire que le vecteur OM à l'instant t1 est égal à OA, ça veut bien dire que m à l'instant t1 est égal à A. Donc au départ, nous sommes en A. Et phi de t2 est égal à OB, cela veut dire que m à l'instant t2 est égal à B, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, à l'instant final, nous sommes en B, ce qui fait que nous serons bien orientés de A vers B. Remarque, on dit qu'un chemin est de classe C1 s'il admet un paramétrage de sorte que le vecteur position phi soit de classe C1, c'est-à-dire que les composantes du vecteur phi sont de classe C1, c'est-à-dire que les composantes du vecteur phi soient dérivables et de dérivées continues sur l'intervalle grand I. Et ce sera toujours le cas à notre niveau. Remarque, dans le cas d'un chemin fermé, on se perdra en situation où on ne parcourt qu'une fois le chemin. Nous disposons d'une méthode pour réaliser le changement d'orientation d'un chemin. Donc si le couple i-phi est un paramétrage du chemin LAB tel que l'intervalle i soit égal à T1, T2. Donc LAB, c'est la situation où nous sommes orientés de A vers B. Alors, nous pouvons déterminer un paramétrage du chemin LBA, c'est-à-dire être orienté de B vers A, à l'aide du couple I-psi, où I est toujours à l'intervalle T1, T2, et psi à l'instant T est égal au vecteur position phi à l'instant T1 plus T2 moins T. Nous allons rédiger l'exemple 1.1. Nous allons rédiger l'exemple 1.1. Alors n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour prendre le plan de rédaction de cet exemple. Alors, nous allons nous intéresser à l'arc AB, qui est l'arc de cercle d'extrémité A et B porté par le cercle de centre O et de rayon grand R. Alors ce cercle est le cercle suivant, donc de centre O et de rayon grand R, et nous nous intéressons à l'arc AB, où le point A est ici, et le point B est ici, donc l'arc AB est cet arc de courbe. Et nous considérons aussi le chemin LAB, où on considère l'arc AB orienté de A vers B, c'est-à-dire qu'on veut se déplacer de A vers B, et donc on va indiquer une petite flèche ici pour dire qu'on s'intéresse à l'orientation de A vers B, et on note L indice AB, le chemin obtenu. Et nous voulons déterminer un paramétrage du chemin LAB. Alors aussi, c'est une situation où on peut donner directement un paramétrage de l'arc de cercle AB. Effectivement,
puisque comme paramètre t, nous allons choisir l'angle formé entre le vecteur i et le vecteur OM. Et si on connaît l'angle entre le vecteur i et le vecteur OM, on sait exprimer l'abscisse du point M en fonction de l'angle et l'ordonnée du point M en fonction de l'angle. Alors nous savons que l'abscisse du point M sera R cosinus l'angle formé entre le vecteur i et le vecteur OM, c'est-à-dire ici R cosinus t. Nous écrivons donc R cosinus t. Nous savons aussi que l'ordonnée du point M va être égale à R fois sinus de l'angle formé entre le vecteur i et le vecteur OM. Donc nous pouvons écrire ici R sinus t. R sinus t. Donc nous avons ainsi les expressions de x de t, y de t. Nous pouvons donc les injecter. Nous pouvons donc injecter ces expressions ici en x de t, y de t. Donc x de t égale r cosinus t, y de t est égal à r sinus t. Alors si j'écris ceci, x de t égale r cosinus t, et y de t est égal à r sinus t. Alors ensuite, une fois que nous avons déterminé l'expression de x de t, y de t, il nous faut déterminer l'intervalle. Alors, l'intervalle des temps t de façon à parcourir l'arc AB. Alors naturellement, pour l'angle T0, on va prendre l'angle obtenu lorsque nous sommes en A, c'est-à-dire l'angle pi sur 2. Et pour avoir l'angle T1, nous allons prendre l'angle lorsque nous sommes en B, c'est-à-dire l'angle pi. Donc on trouve pi sur 2 et pi, ce que nous pouvons écrire ici, pi sur 2 et pi. Donc là, nous avons déterminé un paramétrage de l'arc AB. Et donc ce paramétrage sera aussi un paramétrage du chemin LAB si il induit l'orientation de A vers B. C'est ce que nous allons voir par la suite. Et nous précisons que pour le paramétrage obtenu, le vecteur position phi de t et le vecteur position de composante x de t, y de t, où x de t, y de t sont les expressions que nous venons de déterminer. Nous allons déterminer l'orientation induite par le paramétrage obtenu. Alors, le paramétrage obtenu est x de t égale r cos t, y de t égale r sinus t, c'est-à-dire que le point M à l'instant t de composante x de t, y de t a pour composante en abscisse r cos t et en donnée r sinus t. Alors, nous allons regarder d'abord au départ où sommes-nous. Où sommes-nous à l'instant initial, donc à l'instant initial t1 qui est égal à pi sur 2. Nous serons donc à la position r cosinus pi sur 2 et r sinus pi sur 2. Alors si nous écrivons ça, r pi sur 2, r sinus pi sur 2. Ensuite, nous savons que le cosinus pi sur 2 est égal à 0 et que le sinus pi sur 2 est égal à 1. Ça vous donne donc r fois 0 en abscisse et r fois 1 ordonnée, et si on continue, r fois 0 nous donne 0, et r fois 1 nous donne r. Et donc, nous arrivons donc au départ, nous sommes au point de coordonnées 0r. Et si nous regardons quel est ce point, si en abscisse je suis en 0 et en donnée je suis en r, ça veut dire que je suis au point A. Donc j'ai ainsi établi que m à l'instant pi sur 2 est égal au point A. Je peux donc écrire A. Alors de même, je vais déterminer où nous sommes à l'instant final. L'instant final étant l'instant t2 qui est égal à pi, nous déterminons où sommes-nous à l'instant final. Nous calculons donc les coordonnées à l'instant t2, c'est-à-dire à l'instant pi. Ça sera ici donc r cos pi, r sinus pi. Nous écrivons donc r cos pi, r sinus pi. Nous savons que r cos pi est égal à moins 1 et que r sinus pi est égal à 0. Alors si nous remplaçons, ça fait donc en abscisse r fois moins 1, en ordonnée r fois 0. Nous obtenons donc en abscisse moins r et en ordonnée 0. Et nous nous demandons quel est ce point. Alors si je me place en abscisse en moins r ordonnée 0, j'arrive au point B. Donc m à l'instant final est égal au point B. Alors j'écris B. Et donc ainsi, l'orientation que j'ai fait apparaître, je vais donc, au départ, je suis au point A, et à l'arrivée, je suis au point B. Je suis donc orienté de A vers B. J'écris donc orienté de A vers B, et donc c'est bien
c'est bien l'orientation souhaitée. Donc j'ai ainsi un paramétrage de l'arc AB qui donne l'orientation de A vers B. J'ai donc obtenu un paramétrage du chemin LAB. Je peux noter donc un paramétrage du chemin LAB. Alors maintenant que j'ai obtenu un paramétrage du chemin LAB, je me pose la question, mais qu'est-ce que ça va être, qu'est-ce que ça peut être, pardon, qu'un paramétrage du chemin LBA? Et donc pour répondre à cette question, nous allons procéder à un changement d'orientation à l'aide de la méthode vue précédemment. Nous intéressons maintenant à déterminer un paramétrage du chemin LBA, sachant que nous avons sous la main un paramétrage du chemin LAB. Alors ici, le chemin LBA va consister à parcourir l'arc de cercle AB en allant dans le sens de B vers A. Donc je mets la flèche dans le sens de B vers A et ce chemin, je l'appelle L indice BA. Donc on a changé le sens de parcours. Alors, comment modifier le paramétrage? Alors, nous savons qu'un paramétrage du chemin LBA sera donné par le couple I-psi, où I est le même intervalle que précédemment, donc l'intervalle pi sur 2 pi, nous pouvons écrire pi sur 2 pi. Ensuite, la fonction psi de t va être égale à la fonction phi précédente, au vecteur position phi précédent, donc de composante x de t, y de t, mais appliquée non pas en t, mais en t1 plus t2 moins t. C'est-à-dire que je vais remplacer t1 par pi sur 2 et t2 par pi. Alors, si je fais ça, donc t1 est égal à pi sur 2, t2 est égal à pi, et si je calcule pi sur 2 plus pi, ça me donne 3 pi sur 2. Donc ainsi, j'obtiens que la fonction psi à l'instant t, enfin, le vecteur position psi à l'instant t est égal au vecteur position phi, mais à l'instant 3 pi sur 2 moins t. Alors je veux exprimer cette fonction vectorielle. Alors je sais que phi à l'instant t est le vecteur position, donc de composante qu'on a mis en valeur dans le paramétrage précédent, c'est-à-dire r cosinus t, r sinus t. Et nous allons donc remplacer t par 3 pi sur 2 moins t pour obtenir le vecteur position psi de t. Alors nous faisons ça. Donc 3 pi sur 2 moins t et 3 pi sur 2 moins t. Nous avons ainsi donc obtenu, et donc d'après la méthode, nous avons ainsi obtenu un paramétrage du chemin LBA en reprenant donc le même intervalle i et en considérant le nouveau vecteur position psi. Donc ceci est la nouvelle expression de x de t et ceci est la nouvelle expression de y de t. Donc pour conclure, donc vous pouvez mettre la vidéo en pause pour donner le temps de prendre le plan de rédaction, puis relancer la vidéo et compléter avec moi les trous. Alors, donc, bilan, nous avons obtenu un paramétrage du chemin LBA, défini à l'aide de l'intervalle des temps i, t1, t2, donc vous avez dit que t1 était le temps pi sur 2, et t2 valait pi. Et nous avons déterminé les nouvelles fonctions composantes. Donc l'idée c'est qu'on remplaçait t par 3 pi sur 2 moins t. Ainsi x de t est égal à r cosinus 3 pi sur 2 moins t, y de t est égal à r sinus 3 pi sur 2 moins t. Alors si j'écris ceci, 3 pi sur 2 moins t, 3 pi sur 2 moins t. Et le nouveau vecteur position est donc psi de t de composante x de t, y de t, où ici x de t, y de t désigne les nouvelles fonctions composantes, c'est-à-dire que l'abscisse de psi de t c'est r cosinus 3 pi sur 2 moins t, et l'ordonnée du vecteur position psi de t c'est r sinus 3 pi sur 2 moins t. Nous avons ainsi déterminé un paramétrage du chemin LBA en appliquant la méthode du cours. Alors nous allons justifier intuitivement pourquoi est-ce que ça fonctionne. Alors pour ça, nous allons comparer l'évolution de t et de 3 pi sur 2 moins t. Donc nous allons dire que t va décrire l'intervalle pi sur 2 pi dans le sens de pi sur 2 vers pi, et on va se demander alors ce que va décrire 3 pi sur 2 moins t.
Alors, dans un premier temps, si t est égal à pi sur 2, alors 3pi sur 2 moins pi sur 2, ça va me donner pi. Je peux mettre ici pi. Ensuite, si t vaut 2pi sur 3, que vaut 3pi sur 2 moins 2pi sur 3? Alors, je peux prendre le temps de poser le calcul. 3pi sur 2 moins 2pi sur 3. Donc, je mets tout sur 6. Je multiplie 3pi par 3, ça fait 9pi. Je multiplie 2pi par 2, ça fait 4pi. Et j'arrive donc à du 5pi sur 6. Donc ainsi, en t égale 2pi sur 3, 3pi sur 2 moins t, ça vaut donc 5pi sur 6, ce que j'écris ici. Alors, ensuite, si je remplace t par 5pi sur 6, que vaut 3pi sur 2 moins t? Alors, si vous prenez le temps de poser le calcul, vous allez voir que nous allons tomber sur 2pi sur 3. Alors, j'écris 2pi sur 3. Et si je remplace t par pi, donc 3pi sur 2 moins pi, ça me donne de manière évidente pi sur 2. Alors, maintenant, si je regarde ce qui se passe. Donc, si t décrit l'intervalle pi sur 2 pi en se déplaçant de pi sur 2 vers pi, je remarque que 3pi sur 2 moins t décrit le même intervalle, pi sur 2 pi, mais en se déplaçant de pi vers pi sur 2. Alors si on prend le temps de l'écrire, donc si t décrit l'intervalle pi sur 2 pi de pi sur 2 vers pi, alors 3pi sur 2 moins t décrit le même intervalle, c'est-à-dire pi sur 2 pi, mais en allant de pi vers pi sur 2. C'est-à-dire qu'on a changé le sens de parcours. Alors, ça veut dire que si nous considérons 3pi sur 2 moins t, 3pi sur 2 moins t va donc décrire l'intervalle des temps dans l'autre sens que celui décrit t. Et donc, si l'intervalle des temps est décrit dans l'autre sens, on ne va plus de A vers B, mais on va aller de B vers A. Donc, on a donc changé d'orientation. On a changé d'orientation du chemin LAB, et on obtient bien donc le chemin LBA. Voilà, fin de ceci. Alors, nous présentons l'intégrale d'une forme différentielle sur un chemin orienté. Alors, nous considérons oméga une forme différentielle continue sur un domaine D de R2. Et LAB, un chemin orienté contenu dans D. Donc ça veut dire que les coordonnées, les couples de coordonnées des points M qui sont sur le chemin LAB, eh bien ces couples de coordonnées sont dans le domaine D. On note ici, le couple ici, un paramétrage du chemin LAB, donc tel que I soit l'intervalle des temps avec pour instant initial T1 et pour instant final T2, et le vecteur position phi à l'instant t a pour composante x de t, y de t, dont on suppose connu les expressions. Et donc, nous, ce qu'on veut, c'est intégrer w sur le chemin LAB. Alors, pour ça, dans un premier temps, nous allons considérer les expressions dx et dy. Donc, si x est une fonction en t, nous pouvons dire que dx, c'est d de x de t. Et là, si on applique la formule vue lors du changement de variable, nous savons que d de x de t, c'est égal à x' de t fois dt. Et de même, si y est une fonction en t, nous pouvons dire que dy, c'est d de y de t, et c'est donc y' de t fois dt. Donc, à l'aide de ceci, nous allons pouvoir considérer l'intégrale de la forme différentielle oméga sur LAB. Dans un premier temps, nous allons remplacer oméga par son expression. Donc, oméga est égal à p de y dx plus q de xy dy. Et nous allons transformer cette intégrale le long du chemin LAB en une intégrale en la variable t sur l'intervalle I, l'intervalle T1, T2. Alors pour le faire, on va remplacer x par x de t, son expression en t. On remplace y par y de t, son expression en t. On va remplacer dx par son expression en t, qui est donc x' de t dt. Et de même, nous allons continuer ainsi. Nous allons remplacer donc q, x par son expression en t, x de t. Nous remplaçons y par son expression en t, y de t. Et nous remplaçons dy par son expression en t, qui est y' de t dt. Nous avons ainsi une intégrale en la variable t sur l'intervalle i t1 t2, et ça, pour le faire, nous pourrons appliquer des méthodes vues pour le calcul intégral. Alors, une petite remarque, la valeur de l'intégrale de la forme différentielle oméga sur le chemin LAB ne dépend pas du paramétrage IFI choisi. Alors il faut savoir
qu'un paramétrage, qu'un chemin LAB a une infinité de paramétrages possibles. Et l'idée, c'est que lorsqu'on veut calculer l'intégrale de oméga sur LAB, nous devons utiliser un paramétrage de LAB, et le choix que nous ferons du paramétrage n'aura aucune incidence sur le calcul de l'intégrale. Propriété, si on change l'orientation du chemin, alors on change le signe de l'intégrale. Ainsi, si nous considérons l'intégrale de oméga sur le chemin LBA, donc orienté de B vers A, et si nous changeons l'orientation du chemin, orienté donc de A vers B, eh bien nous allons changer le signe de l'intégrale. Nous pouvons rédiger l'exemple 1,2. Nous allons rédiger l'exemple 1,2. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, prendre le temps de prendre note du plan rédaction, puis relancer la vidéo pour compléter avec moi les blancs. Alors, ici nous allons étudier la forme différentielle oméga xy dx plus y dy. Nous considérons le point A de coordonnées -1, -2, donc A est ici. Nous considérons le point B de coordonnées 1, 2, donc 1, 2, le point B est ici, et nous considérons le chemin LAB, qui est le segment AB, mais parcouru dans le sens de A vers B. Donc on met le sens d'orientation de A vers B. Et on voudrait calculer l'intégrale de la forme différentielle sur le chemin LAB. Alors, pour le faire, nous allons devoir déterminer un paramétrage du chemin LAB. Alors, la stratégie qu'on va mettre en place, c'est que dans un premier temps, on va déterminer un paramétrage du segment AB, puis on regardera si ce paramétrage induit la bonne orientation. Si oui, ça sera un paramétrage de LAB, et sinon, ça sera un paramétrage de LBA, et il faudra alors procéder à un changement d'orientation. Alors, est-ce que nous pouvons déterminer... Alors d'abord, nous pouvons déterminer l'équation analytique l'équation cartésienne, du segment AB. Alors, nous pouvons remarquer que cette droite a que le segment AB est porté par la droite AB qui a pour équation y égale 2x. Donc déjà, nous savons que y est égal à 2x. Ensuite, pour avoir que le segment, nous remarquons que le segment est obtenu si x varie de -1 à 1. Donc nous pouvons dire que l'ensemble des points mxy qui vérifient x appartenant à l'intervalle -1, 1 et y égale à 2x, l'ensemble de ces points est le segment AB. Alors l'idée, c'est que pour avoir un paramétrage, nous allons devoir introduire un paramètre t. Alors comme ici, nous avons à l'intervalle -1, 1 et que x décrit -1, 1, on se dit, eh bien, on pourrait poser x de t qui est égal à t. Et alors, pour avoir que x décrit -1, 1, il suffit de dire que t va décrire -1, 1. Nous avons ainsi -1, 1. Et comme y est égal à 2x, si nous voulons une expression t y de t, eh bien y de t est égal à 2 fois x de t, c'est-à-dire égal à 2t. Nous obtenons ainsi un paramétrage naturel du segment AB. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, prendre le temps de noter ce plan de rédaction, puis relancer la vidéo pour compléter les blancs avec moi. Alors nous reprécisons le paramétrage obtenu pour le segment AB, c'est-à-dire que le paramètre t décrit l'intervalle i-1, 1 fermé. Les fonctions composantes sont x de t égale t, y de t égale 2t, ce qui nous donne le vecteur position de composante x de t, y de t, avec x de t égale t, et y de t égale 2t. Et le couple i-phi obtenu est effectivement un paramétrage du segment AB. Alors le couple i-phi sera aussi un paramétrage du chemin LAB si ce paramétrage induit l'orientation de A vers B. C'est-à-dire que si à l'instant initial nous sommes au point A et qu'à l'instant final nous sommes en B. Alors pour ça nous regardons où nous sommes au départ et où nous sommes à l'arrivée. Alors au départ le point M est à l'instant initial, à l'instant -1. Alors nous voulons calculer les coordonnées de M à l'instant -1. Et donc pour ça, on a piste où nous aurons x de -1 et ordonnée y de -1. Alors pour avoir x de -1, je remplace t par -1, ça me donne -1.
Et pour avoir y de moins 1, je remplace t par moins 1, ce qui me donne moins 2. Donc ainsi, x de moins 1, ça vaut moins 1, y de moins 1, ça vaut moins 2. Et je reconnais les coordonnées du point A. Alors je continue ainsi de la même façon. Pour avoir le point M à l'instant final, à l'instant t2 égale 1, je dois calculer les coordonnées x de 1, y de 1. Alors de la même manière, en remplaçant t par 1, je vais donc obtenir t vaut 1 et 2t, ça fait donc 2. Et je remarque que j'obtiens ici les coordonnées du point B. J'obtiens donc une orientation de A vers B et c'est bien l'orientation que je souhaite. Donc cela convient. Donc ainsi, le couple IFI obtenu est aussi un paramétrage du chemin LAB puisque ce paramétrage induit l'orientation de A vers B. Et donc maintenant, à l'aide de ce paramétrage, je vais calculer l'intégrale sur le long du chemin LAB de la forme différentielle oméga. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause, reprendre note de ce plan d'action, puis relancer la vidéo pour compléter les blancs avec moi. Alors nous voulons calculer l'intégrale de la forme différentielle oméga au long du chemin LAB. Donc nous reprécisons que nous avons établi qu'un paramétrage du chemin LAB était donné par t appartenant à l'intervalle i moins 1, et avec pour fonction composante en abscisse x de t égale t, et fonction composante ordonnée y de t égale 2t. Alors l'idée, c'est que nous allons transformer donc cette intégrale en une intégrale en la variable t. Alors, dans un premier temps, nous avons remplacé la forme différentielle oméga par l'expression que nous avions donnée au début de l'exemple, c'est-à-dire oméga est égal à xy dx plus y dy. Puis, nous allons donc remplacer le chemin LAB par l'intervalle des temps t1, t2, et nous allons remplacer x par x de t, avec x de t qui est égal à t. Nous allons remplacer y par y de t qui est égal à 2t. Nous allons remplacer dx par x' de t dt, où x' de t est obtenu en dérivant x de t, c'est-à-dire en dérivant t. Et ainsi de suite. Nous remplaçons y par y de t et dy par y' de t dt, où y' de t est obtenu en dérivant y de t, c'est-à-dire en dérivant de t. Alors, si dans un premier temps, nous reprécisons les bornes. Donc, nous savons que T1 c'est moins 1 et T2 ça vaut 1. Donc, ça nous donne donc à chaque fois moins 1, 1, moins 1, 1. Je complète à chaque fois moins 1, 1 et 1 ici et là moins 1. Je reviens en arrière. Donc, T égale 1, T égale moins 1. Voilà, dans un premier temps, pour les bornes. Ensuite, donc, je fais les remplacements. Je remplace x de t par t, y de t par 2t, et la dérivée de x de t, la dérivée de t, ça vaut 1. Alors, si je fais ces remplacements ici, sur la première partie, donc je remplace x de t par t, y de t par 2t, et x' de t, la dérivée de t, ça vaut 1. Et ensuite, j'effectue les autres remplacements. Je remplace y de t par 2t, ici, et ici, donc, je vais remplacer y' de t par la dérivée de 2t, c'est-à-dire 2. Donc, j'obtiens ici 2t fois 2. Et donc, en effectuant le calcul, ça me donne, pour le premier terme, ça me donne 2t carré. Et pour le terme suivant, 4t. Et donc, une fois que je suis rendu là, j'ai donc fait apparaître que l'intégrale de la forme différentielle oméga long du chemin LAB est égale à l'intégrale de moins 1 à 1 de 2t carré plus 4t par rapport à la valeur de t. Et ça, je sais faire. J'établis une primitive de ma fonction t. Je calcule la différence en la valeur 1 moins celle en la valeur moins 1. Et si tout se passe bien, je vais trouver 4 tiers. Alors, effectuons ce calcul. Donc, une primitive de 2t, c'est donc 2 tiers de t cube. Une primitive de 4t, c'est 2t carré. Alors en t égale 1, ça va me donner 2 tiers plus 2. Et en t égale moins 1, ça me donne moins 2 tiers plus 2. Donc en retirant les parenthèses, ça fait 2 tiers plus 2 moins 2 tiers moins 2. Les deux s'éliminent, donc plus 2 tiers moins 2. Donc les deux s'éliminent. Il me reste 2 tiers plus 2 tiers et 2 tiers plus 2 tiers, ça me donne bien 4 tiers. J'ai donc calculé mon intégrale.
l'intégrale de la forme différentielle oméga sur le chemin est la b, et j'ai établi qu'elle était égale à 4/3. En complément, nous allons présenter un autre paramétrage du chemin LAB. Nous savons qu'un chemin LAB peut avoir une infinité de paramétrages. Alors nous en avons déterminé un, que nous allons utiliser pour calculer l'intégrale de la forme différentielle au long du chemin LAB. Et l'idée, c'est que nous allons faire apparaître un autre paramétrage, et nous allons recalculer l'intégrale à l'aide de ce nouveau paramétrage. Alors, pour faire apparaître ce nouveau paramétrage, nous pouvons constater que si t décrit l'intervalle moins 1, 1, eh bien c'est équivalent à dire que t cube décrit l'intervalle moins 1. Effectivement, si je représente la courbe y est égale à t cube, t en abscisse, y coordonnée, eh bien lorsque t décrit l'intervalle moins 1, 1, en ordonnée, je vais donc avoir que t cube, puisque effectivement si ici je mets un t, je vais donc avoir ici t cube. Alors, donc si t décrit moins 1, 1, eh bien t cube va décrire aussi moins 1, 1. Alors, nous avons établi qu'un paramétrage du chemin LAB, c'était t qui appartenait à l'intervalle i égale moins 1, avec x de t égale t, y de t égale 2t. C'est-à-dire qu'on nous avons dit qu'un paramétrage de LAB était donné avec x de t qui était égal à une grandeur qui décrit l'intervalle moins 1, 1, y de t qui est égal donc à 2 fois cette grandeur qui décrit moins 1, 1. Alors l'idée c'est que on l'avons pris comme grandeur t, mais si nous considérons t cube, si t décrit moins 1, 1, la grandeur t cube décrit aussi moins 1, 1. Donc nous avons encore x de t qui est égal à une grandeur qui décrit moins 1, 1, et y de t qui est égal à 2 fois une grandeur qui décrit moins 1, 1. Donc ainsi, ceci va nous donner aussi un paramétrage du chemin LAB. Alors l'idée, c'est que nous allons recalculer cette intégrale, mais en utilisant maintenant ce nouveau paramétrage de LAB. Si tout se passe bien, nous devrons trouver la même chose. Alors encore une fois, nous allons remplacer oméga par son expression, xy dx plus y dy, puis nous allons remplacer LAB, le chemin LAB, par l'intervalle des temps, moins 1, 1. Nous allons encore une fois remplacer à chaque fois x par x de t, y par y de t. Nous remplaçons dx par x' de t dt et dy par y' de t dt. Donc à chaque fois, donc encore une fois, x de t, ça sera t cube, y de t, ça sera 2t cube, x' de t, ça sera la dérivée de t cube, et y' de t, ça sera la dérivée de 2t cube. Alors vous pouvez mettre cette vidéo en pause, prendre le temps de noter ce plan de rédaction, essayer de le compléter vous-même, puis relancer la vidéo pour comparer avec mon calcul. Alors, donc nous avons établi que l'intégrale de la forme différentielle oméga le long du chemin LAB était égale à cette intégrale. Donc pour calculer cette intégrale, nous devons remplacer donc x de t par t cube, y de t par 2t cube, x' de t par la dérivée de t cube, y de t par 2t cube, et y' de t par la dérivée de t cube. Alors, si nous calculons le premier terme, alors allons-y. Donc nous remplaçons x de t par t cube, nous remplaçons y de t par 2t cube, et nous remplaçons donc x' de t par la dérivée de t cube, 3t carré. Ensuite, nous passons au terme suivant, nous remplaçons y de t par 2t cube, et nous remplaçons y' de t par la dérivée de 2t cube, ce qui nous fait donc 6, 3 fois 2, 6t carré. Alors le premier terme, ça va nous donner 6 fois t à la puissance somme des exposants, donc 3 plus 2, ça fait 8, et le deuxième terme, ça fait 12 fois t à la puissance somme exposant, t puissance 5. Alors, nous avons donc fait apparaître ici l'intégrale de moins 1, 1 de 6t puissance 8 plus 12t puissance 5 par rapport à t. Cette intégrale est facile à calculer, nous allons déterminer donc une primitive de cette fonction en t, puis nous calculerons la différence donc de la valeur en 1 moins la valeur en moins 1. Si tout se passe bien, nous arriverons à 4/3. Alors, calculons ça. Une primitive de 6t puissance 8, c'est 6 fois t puissance 9 sur 9, et une primitive de 12t puissance 5, c'est 12 fois t puissance 6 sur 6. Alors calculons la valeur en 1.
Si t égale 1, ça va donner, donc le premier terme, ça nous fait 6 neuvièmes. 6 neuvièmes, ça nous fait aussi 2 tiers. Et en plus, le second terme, donc t puissance 6, ça vaut 1. On obtient donc 12 sixièmes, et 12 sixièmes, ça vaut 2. Donc, plus 2. Et je mets des parenthèses. Ensuite, moins, j'ouvre une parenthèse, je remplace t par moins 1, t puissance 9. Donc, moins 1 puissance 9, ça vaut moins 1. Donc, ça me fera moins 6 neuvièmes, et moins 6 neuvièmes, ça me fait aussi moins 2 tiers. Et ensuite, t égale moins 1, donc moins 1 puissance 6, ça me fait 1, et 12 sixièmes, ça me fait 2. Je retire les parenthèses, ça me donne donc 2 tiers plus 2, plus 2 tiers moins 2, et donc 2 et moins 2 vont s'annuler, et 2 tiers plus 2 tiers me donne 4 tiers. J'obtiens ainsi le même résultat que tout à l'heure, avec un paramétrage différent. Ce qui nous permet d'énoncer la propriété suivante, qui nous dit qu'une intégrale curviligne, en fait, ce que nous avons fait, c'est que nous avons illustré cette propriété, qui nous dit qu'une intégrale curviligne, donc intégrale de la forme différentielle oméga le long du chemin LAB, ne dépend pas du paramétrage choisi pour le chemin LAB. Fin de cet exemple.